Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ficamien pour cette capsule consacrée aux piles et au stockage de l'énergie électrique. Alors nous avons vu dans une capsule précédente que la pile pouvait être conçue comme un réservoir d'énergie chimique capable, lorsqu'elle est connectée à une ampoule par exemple, de transfert d'énergie électrique. Mais au fond, une pile, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un système chimique permettant d'obtenir une différence de potentiel, c'est-à-dire une tension mesurable à ses bornes. Il en existe de toutes sortes, des piles alcalines, des piles salines, des piles plates, rondes, au lithium, des piles ou des batteries. Nous verrons la différence qu'il y a entre ces deux termes à la fin de la capsule. Tous ces dispositifs ont pour origine un dispositif inventé en 1800 par le physicien italien Alessandro Volta au terme d'une bataille, d'une controverse qu'il a opposée au physiologiste Galvani. Le dispositif que Volta a mis au point était constitué d'un empilement, d'où le nom de pile, d'un empilement régulier de plaques métalliques de cuivre et de zinc. Mais ce cuivre et ce zinc étaient séparés par des rondelles baignées d'une solution de saumure, c'est-à-dire une solution aqueuse d'eau salée. Et cette pile de Volta était capable de générer une différence de potentiel mesurable, la borne positive étant constituée par l'électrode de cuivre, par le métal cuivre, pardon, et la borne négative, le pôle négatif, constitué par la plaque de zinc. Une quarantaine d'années plus tard, le physicien Daniel a quelque peu modifié le dispositif de Volta, tout en gardant les métaux cuivre et zinc, mais en faisant en sorte de plonger le zinc dans une solution qui contient l'ion zinc 2 et le cuivre dans une solution qui contient son ion Cu2+. Alors, c'est cette pile que nous avons travaillée au laboratoire et que nous allons maintenant modéliser. Alors, elle est constituée de deux demi-piles, une demi-pile au zinc constituée de son électrode métallique de zinc baignant dans du sulfate de zinc et d'une demi-pile au cuivre constituée de l'électrode de métal cuivre baignant dans une solution de sulfate de cuivre. Et surtout d'un pont salin, autrement dit d'un pont permettant la circulation du courant électrique constitué d'un gel ou d'une solution, ici de chlorure de potassium, K+, plus Cl-. Alors, ce que vous avez constaté lorsque vous avez branché un multimètre, un voltmètre aux bornes de cette pile de Daniel, c'est qu'il apparaît une tension positive d'environ 1 volt lorsque la borne COM du voltmètre est branchée à l'électrode de zinc. On peut déduire de cette observation que le potentiel associé à l'électrode de cuivre est supérieur au potentiel électrique associé à l'électrode de zinc, et que donc la borne négative de cette pile est constituée par l'électrode de cuivre. Ainsi, nous pouvons en déduire le sens de passage du courant et donc des électrons. Le courant va circuler de la borne positive à la borne négative de la pile, à l'extérieur de celle-ci, et donc les électrons vont circuler à l'extérieur de la pile, de la borne négative à la borne positive. Les électrons négatifs fuient la borne négative pour rejoindre la borne positive. Et donc voilà comment nous avons déduit le sens de circulation des charges électriques, les électrons, à l'extérieur de la pile. Mais la question que nous devons nous poser est de savoir ce que deviennent ces électrons une fois qu'ils ont migré, qu'ils migrent dans l'électrode de cuivre. Vont-ils en solution? Non. Mais pour le comprendre, nous avons besoin de mobiliser un bout de théorie, et le bout de théorie associé, c'est celui des réactions d'oxydoréduction, que nous appellerons des réactions redox. Alors, qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction? C'est une réaction qui met en jeu un oxydant et un réducteur. Un oxydant étant défini comme une espèce chimique capable de capter un ou des électrons. Par exemple, le dioxygène est l'un des oxydants les plus courants sur la planète, le diode, l'ion Cu2+, l'ion Fe2+, ou l'ion Zn2+. Par exemple, on peut comprendre que l'ion Cu2+ est un oxydant dans la mesure où il est capable de capter 2 moles d'électrons par mol de lui-même pour donner le métal cuivre. Ou alors que le diode est aussi un oxydant dans le sens où il est capable de capter
2 mols d'électrons par mol de lui-même pour fournir 2 mols d'ion I-. De l'autre côté, une espèce réductrice est une espèce capable de céder, de donner un ou des électrons. Les métaux sont de très bons réducteurs, le fer, le cuivre, le zinc, le lithium, ou aussi l'ion iodure I-. Par exemple, le fer est capable de céder 2 mols d'électrons par mol de lui-même en donnant l'ion Fe2+. De même pour le zinc et pour le lithium. Au final, il faut faire une distinction entre le nom de l'espèce chimique et la transformation qu'elle peut subir. Un oxydant, une espèce capable de capter des électrons, va subir une réduction, alors qu'un réducteur, une espèce qui cède des électrons, va subir une oxydation. Une réduction est donc une opération de capture d'électrons, alors qu'une oxydation est une opération de génération d'électrons. Vous voyez ici les réductions de l'espèce I2 ou de l'ion cuivre 2 et les oxydations des métaux fer et zinc. Donc, ne pas confondre l'espèce chimique, oxydant ou réducteur, de la transformation chimique qu'elle subit. Un oxydant sera réduit, alors qu'un réducteur va être oxydé. Évidemment, vous l'avez peut-être noté, oxydant et réducteur vont de pair. Ainsi, vous voyez que l'ion cuivre 2, en captant 2 électrons, va donner par réduction le métal cuivre, qui lui-même, par oxydation, peut fournir 2 électrons et l'ion Cu2+. Et donc, on va faire émerger la notion de couple oxydant-réducteur. On va pouvoir ranger les oxydants et les réducteurs par couple, comme ici Cu2+, Cu, liés par ce que l'on appelle une demi-équation d'oxydoréduction. Alors, au final, une transformation d'oxydoréduction va être la réaction d'un oxydant sur un réducteur. Par exemple, la réduction du diode par le zinc. Comment écrire l'équation associée à cette transformation du diode par le zinc? Alors, on va procéder par étapes, et la première étape est d'identifier les couples dont font partie les réactifs. Ici, le diode et le couple associé au zinc. Le zinc va être le réducteur associé au couple Zn2+, Zn. Le diode va être l'oxydant associé au couple I2, I-. Une fois qu'on a identifié les couples, on va écrire les demi-équations redox associées à chacun de ces couples-là. La réduction associée au diode. Le diode va être capable de capter 2 mols d'électrons par mol de lui-même pour fournir 2 mols d'ion I-. Et parallèlement, le métal zinc va être capable de s'oxyder en fournissant l'ion Zn2+, et 2 mols d'électrons. Au final, on pourra écrire l'équation globale de la transformation d'oxydoréduction du diode sur le zinc en couplant ces deux demi-équations redox de telle façon à ce qu'aucun électron ne soit libre en solution. Et voilà donc l'équation que nous pouvons écrire en respectant à chaque fois la conservation des éléments. L'élément iode est conservé, l'élément zinc est conservé, la conservation de la charge électrique globale des réactifs en produit, et surtout l'absence d'électrons en solution. Alors, au final, nous pouvons comprendre toute transformation d'oxydoréduction comme un transfert d'électrons d'un réducteur, ici le métal zinc, vers un oxydant, ici le diode en solution aqueuse. Alors revenons maintenant à notre pile Daniel pour comprendre ce qu'il advient des électrons qui arrivent sur l'électrode de cuivre. Eh bien, ces électrons, vous l'avez compris, vont réduire une espèce oxydante. Et l'espèce oxydante qu'ils vont réduire, c'est évidemment les ions Cu2+, présents en solution ici. Et cette réduction des ions Cu2+ en Cu va venir grossir l'électrode de cuivre, puisque du cuivre métallique va se déposer sur cette électrode. Mais, problème, la concentration des ions Cu2+ va diminuer en solution. Or, la solution, même ionique,
ne peut pas ne pas être neutre. Qui donc va assurer l'électroneutralité de cette solution dans la demi-pile de cuivre? Eh bien, le fameux pont ionique qui, par la présence des ions K+, des ions potassium, va assurer la continuité électrique et la neutralité électrique de la solution de droite. Voyons maintenant ce qui se passe à l'électrode de zinc. Les électrons qui vont être générés par cette électrode procèdent d'une oxydation, vous l'avez aussi compris, et cette oxydation, c'est celle du métal zinc qui va s'oxyder pour fournir à la solution des ions Zn2+ surnuméraires. Problème à nouveau ici, comment compenser la concentration qui va augmenter et la charge qui va augmenter en ions Zn2+ dans cette solution? Eh bien, de la même façon que pour la demi-pile de cuivre, le pont salin va assurer l'électroneutralité par migration des ions Cl- pour venir contrebalancer le caractère surnuméraire de la charge positive qui va apparaître par l'oxydation du zinc. A noter que l'électrode de zinc va, au contraire de grossir, tendre à diminuer au fil du temps. Comment maintenant écrire l'équation globale de fonctionnement de la pile Daniell? Eh bien, nous devons, à partir des équations aux électrodes, l'oxydation du zinc et de la réduction des ions cuivre 2, pouvoir coupler ces deux équations pour écrire l'équation que vous voyez maintenant au bas de ce tableau. A noter, petite remarque, que les électrochimistes, par définition, appellent l'anode l'électrode associée à l'oxydation. Et ils appellent cathode l'électrode associée à la réduction. Ici donc, l'anode sera constituée par l'électrode de zinc et la cathode par l'électrode de cuivre. Voyons maintenant très rapidement la différence qu'il y a entre pile et accumulateur. Eh bien, une pile va constituer un système électrochimique non rechargeable, alors qu'une batterie va constituer un système électrochimique rechargeable. Et la différence qu'il y a entre ces deux types de systèmes-là, c'est que la pile va mettre en œuvre un système chimique qui va évoluer de façon spontanée, mais qui ne sera pas réversible, alors que la batterie va mettre en œuvre un système chimique qui va évoluer lorsque la batterie va débiter de façon spontanée, mais qui sera réversible. Et lorsque la batterie sera en état de recharge, autrement dit lorsqu'elle va recevoir de l'énergie électrique du milieu extérieur, ici le réseau électrique, elle va pouvoir mettre en œuvre le système chimique en évolution forcée et reconstituer ainsi les stocks de réducteurs et d'oxydants dans chacune des deux demi-piles. Pour finir cette capsule, un petit arrêt conclusif sur les fameuses piles lithium-ion que vous trouvez dans les montres ou dans les téléphones portables. Ces batteries, dans ces batteries, le lithium constitue-t-il le réducteur, l'oxydant, l'anode ou la cathode? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à partir de la charte d'électronégativité que nous avons déjà mobilisée dans un chapitre précédent. Vous noterez que le lithium possède une électronégativité très très faible. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et nous dire si le lithium est un réducteur ou un oxydant. Alors vous l'avez peut-être bien réfléchi, dû à sa très faible électronégativité, le lithium va avoir une très forte propension à céder un électron périphérique. Et cette propension à céder un électron périphérique va faire de lui un excellent réducteur. Allié à son faible poids atomique, il va être un réducteur de choix pour les constructeurs de batteries et va constituer par là même l'anode de ces fameuses batteries lithium-ion. A très bientôt sur Phytémia.